Alors, la journée va continuer avec la communication de l'Office togolais des recettes. Nous avons le plaisir, sinon le privilège, d'avoir avec nous M. Tafamba Dabou, qui est le chef service cadastre de l'Office togolais des recettes. Alors, son allocution va tourner autour des procédures d'obtention du titre foncier en République togolaise. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Nous souhaitons également la bienvenue à Madame Yvedor, la directrice générale du FAYEJ, que vous connaissez ou pas, mais en tout cas que vous aurez l'occasion de redécouvrir. Mesdames, Messieurs, chers internautes, c'est un honneur pour moi d'avoir été désigné par l'Office togolais des recettes pour vous présenter la communication sur les procédures d'immatriculation foncière. Comment on procède pour obtenir les titres fonciers. Donc pour ce faire, j'ai préparé une petite présentation que je vais prier la partie technique de projeter. Merci. Avant de passer à la présentation proprement dite, permettez-moi de remercier les organisateurs de ce forum pour ce cadre d'échange qui permet de mettre en contact tous les acteurs du développement de notre pays. Donc, félicitations à l'organisation. Moi-même, je suis Batam Tafamba. Je suis de formation géomaticien et depuis 2019, j'occupe le poste de chef division du cadastre à l'Office togolais des recettes. Donc, les procédures d'obtention du titre foncier. Donc, pour aborder ce sujet, nous allons, dans un premier temps, opter pour c'est bon? Merci. Ok. Pour vous présenter ce sujet, nous allons dans un premier temps vous présenter la structure qui délivre les titres fonciers à l'Office togolais des recettes. Ensuite, vous définir ce que c'est que le titre foncier, à quoi ça peut servir. Et ensuite, parler de la procédure d'obtention du titre lui-même. Et puis passer quelques messages des réformes qui ont été réalisées par les autorités et qui visent à faciliter l'obtention du titre foncier dans notre pays. Donc, par arrêté du 2 février 2018, les divisions du cadastre et de la conservation foncière ont été rattachées à l'Office togolais des recettes. Et suite à ce rattachement, la direction du cadastre, de la conservation foncière et de l'enregistrement a été créée au sein du commissariat des impôts à l'Office togolais des recettes. C'est cette structure-là qui s'occupe de la procédure d'immatriculation foncière. Donc, les missions dévolues à la direction du cadastre de la conservation foncière, en abrégé DCCFE, sont l'enregistrement de tous les actes,
la gestion des timbres fiscaux, l'immatriculation des immeubles, la réalisation des opérations post-immatriculation, parce qu'une fois le titre créé, le titre vit, il y a des transactions qui se font sur le titre. C'est cette direction aussi qui s'occupe de cette activité-là. Il y a la réalisation des expertises foncières. Nous sommes souvent requis par les autorités judiciaires, par différents partis. La police, par exemple, pour réaliser des expertises foncières, savoir est-ce que tel immeuble appartient à tel, est-ce que tel immeuble se trouve sur la rue. C'est au sein de cette structure-là, de la direction du cadastre de la conservation foncière qu'on réalise tous ces travaux. Tous les travaux techniques de topographie de l'État, la délimitation des immeubles de l'État sont aussi faits dans la direction du cadastre de la conservation foncière et de l'enregistrement. Il y a aussi la confection du plan cadastral que nous avons initié et qui fait partie des missions de cette direction-là. Sur le plan organisationnel, la direction se trouve bien sûr à l'OTR, sous le commissariat général et plus précisément sous le commissariat des impôts. Donc, elle est organisée sur toute l'étendue du territoire. On a des divisions. À Lomé, on a la division centrale du cadastre, la division centrale de la conservation foncière, la division centrale de l'enregistrement, et à l'intérieur du pays, on a les services déconcentrés de la direction qui permettent de fournir des services à nos concitoyens qui sont dans ces régions. C'est ainsi qu'il y a la division de la région maritime qui est basée à Davier. Elle vient d'être créée récemment. Donc, pour tout ce qui concerne les préfectures de Zia, Ave, Yoto, Vaud, toutes les immatriculations, toutes les activités de la DCCFE, des immeubles situés dans cette préfecture, vous pouvez aller à la division de la région maritime qui se trouve à Davier, juste après le péage. Donc, il y a la division de la région des plateaux qui se trouve à Takwame, la division de la région centrale qui se trouve à Sokodé, la division de la région de la Kara et la division de la région des Savanes qui se situe à Dapaon. Il faut aussi dire que depuis le rattachement, il y a des réformes, comme je le disais tantôt, qui sont entreprises au niveau de l'OTR pour faciliter l'obtention du titre foncier. Ces réformes ont abouti à la nomination de 5 conservateurs régionaux et d'un conservateur national qui coiffe les autres conservateurs et qui a compétence nationale. Donc, l'actuel conservateur national s'appelle M. Labari Soham. Je pense que beaucoup le connaissent. Donc ça, c'est l'organisation territoriale de la DCCFE. Bon. On va aller sur le sujet même qui nous intéresse ici. Qu'est-ce que le titre foncier? Donc, le titre foncier est un document qui garantit, sécurise et protège le droit du propriétaire détenteur d'un titre et reconnu comme l'unique et véritable propriétaire du terrain concerné. Donc, juridiquement parlant, c'est une feuille ouverte dans les livres fonciers tenus au niveau du service de la conservation foncière. Donc, en réalité, le titre foncier, c'est comme un compte bancaire et ce compte-là se trouve à la conservation foncière. Dans ce compte, on inscrit les droits de propriété des immeubles et les différentes transactions qui surviennent dans la vie de cet immeuble-là. Donc, le code foncier domanial, dans son article 73 aussi, nous dit que c'est que le livre foncier, j'ai réuni plusieurs définitions pour nous donner un éventail plus large de la chose. Donc, selon le code foncier domanial, l'ensemble des mentions consignées sur une feuille ouverte des livres fonciers constituent le titre foncier de l'immeuble
auxquelles elle s'applique. Il faut dire que le titre foncier a un certain nombre de caractéristiques qui lui donnent sa force. La caractéristique, c'est que le titre foncier est définitif, intangible et inattaquable quand il a été créé dans les règles qu'il faut. Donc, le titre foncier est définitif dans la mesure où sur un immeuble, on ne peut pas créer deux titres fonciers. On ne peut pas créer deux titres fonciers sur un immeuble. Donc, sur un immeuble, on ne peut avoir qu'un seul titre foncier. Même si vous allez en justice et qu'il y a litige et que on donne à la partie, celui qui n'est pas détenteur du titre foncier, le droit de propriété, on ne peut que muter le titre en son nom. On ne crée pas sur un immeuble deux titres fonciers. C'est pour ça qu'il est définitif. À quoi sert le titre foncier? Il y a beaucoup d'entrepreneurs ici ou de jeunes ou d'entrepreneurs potentiels. La première des choses auxquelles on utilise le titre foncier pour faire, il est beaucoup utilisé pour servir de garantie au prêt. Il sert de garantie bancaire. Donc, le titre foncier aussi permet de faciliter les mutations. En cas de vente d'un immeuble, c'est plus facile de faire la mutation quand l'immeuble a déjà un titre foncier. Ça rassure l'acheteur potentiel. Et aussi, en cas de décès, si l'ascendant a un titre foncier, la succession, la transmission de succession est plus facile. La transmission est plus facile quand il y a le titre foncier. Enfin, en cas de litige, le titre foncier apporte quand même une sécurité juridique et prime sur les autres actes quand vous avez un conflit au niveau de la justice. Qui peut faire la demande d'un titre foncier? Il y a le propriétaire qui est détenteur de l'acte, des actes d'administration. Le copropriétaire peut aussi initier une action pour obtenir un titre foncier. Le titulaire d'un droit réel autre que la propriété avec le consentement du propriétaire. Le tuteur, administrateur ou curateur d'un incapable. Et puis le notaire. C'est ces acteurs-là qui peuvent faire la demande d'un titre foncier sur un immeuble. Donc, par exemple, quand on n'est pas propriétaire d'un immeuble, qu'on n'est pas notaire, ou bien qu'on n'a pas des droits sur cet immeuble, on ne peut pas faire la demande de création d'un titre foncier sur cet immeuble-là. Maintenant, qu'est-ce que la procédure d'immatriculation foncière? La procédure d'immatriculation foncière est l'ensemble des formalités en tendant à la création d'un titre foncier. Donc, la procédure, ce qu'on appelle procédure d'immatriculation foncière, c'est l'ensemble des procédures qui permettent d'obtenir simplement le titre foncier. Et quels sont les différents types de procédures qu'il y a? Il y a une procédure concernant la première immatriculation. La première immatriculation, c'est un terrain qui n'a jamais eu un titre foncier. Il y a une seconde procédure aussi qui concerne, qu'on appelle seconde immatriculation. La seconde immatriculation, c'est quand, par exemple, on a des hectares qu'on a lotis et qu'on est en train de morceler pour vendre. Donc, si mon immeuble à l'état rural ou quand c'était des hectares, j'ai un titre foncier, les morcellements qui vont en découdre, ça c'est des procédures spécifiques qu'on appelle procédure de morcellement du titre. Cette procédure va créer à l'obtention d'un autre titre foncier, mais issu du premier titre qui est global. Donc c'est ça qu'on appelle procédure de seconde immatriculation ou morcellement. C'est les deux types de procédures d'immatriculation qui existent. Première immatriculation, un terrain vierge qui n'a pas de titre,
on crée le titre. Seconde immatriculation, un terrain qui a un titre global qu'on veut morceler pour vendre une partie. L'acquéreur de la partie a le droit aussi de faire une demande de titre foncier sur sa partie. Donc, quelles sont les pièces qu'il faut avoir pour faire une demande d'immatriculation? Dans un premier temps, il y a une fiche de renseignement qui se trouve à la direction, à l'accueil de la direction du cadastre et de la conservation foncière. Donc, elle vous est remise, vous renseignez la fiche. C'est généralement l'identité, la nature et la consistance de l'immeuble à immatriculer, sa localisation, etc. que vous renseignez sur cette fiche, vous la signez, vous la datez. Donc ça, c'est la fiche de renseignement. Le plan parcellaire signé par le géomètre agréé. Donc, le plan parcellaire, comment on l'obtient? Vous vous référez à un géomètre agréé pour l'établissement qui doit vous établir ce plan parcellaire. Une fois établi, le géomètre va au guichet foncier unique pour demander l'avis favorable à l'immatriculation de cet immeuble-là. Donc, au niveau du guichet foncier unique, il y a plusieurs acteurs qui sont réunis là-bas. Il y a les collègues de l'urbanisme, de l'agrofoncier et du cadastre. On procède à la vérification pour voir est-ce que l'immeuble a déjà été immatriculé par autrui. Est-ce que l'immeuble se trouve dans une réserve administrative ou dans une rue, etc. ou dans une forêt classée. Donc, une fois cette vérification établie, on donne un avis favorable à pouvoir entrer dans la procédure d'immatriculation. Ça permet d'éviter aux uns et aux autres de payer, d'engager des frais et finalement d'aboutir à un rejet. Donc, on fait une sorte de vérification préalable avant que les gens n'introduisent la demande d'immatriculation. C'est ce qui se fait au guichet unique. Donc, c'est ce plan-là qu'on appelle plan parcellaire signé par le géomètre agréé. Ensuite, et là, il y a deux voies. Il y a deux possibilités. Soit, on va voir un notaire avec l'ensemble des pièces et on nous établit l'acte notarié. Ou soit, on procède par voie administrative. On va voir le chef canton ou le préfet ou le maire de la localité qui nous signe un contrat de vente. On a deux options. Bon, c'est vrai que c'est plus facile d'aller vers le notaire. Donc, beaucoup d'acteurs vont vers le notaire, mais la seconde possibilité reste aussi accessible. Donc, outre ça, on a la pièce d'identité du requérant qui est demandée. Cette pièce d'identité, c'est les pièces d'identité classiques, hein, le passeport, la carte nationale d'identité, les actes de naissance ou de nationalité, on permet pour ouvrir un éventail à partir du moment où la personne a la nationalité, on accepte ça et on accepte aussi les cartes d'électeurs qui attestent quand même que la personne est de nationalité togolaise. Ces ouvertures sont faites pour permettre à une plus large population de pouvoir avoir accès à l'immatriculation foncière. Donc, si c'est une entreprise, il y a les statuts de l'entreprise qu'il faut déposer. Si vous êtes un étranger, il y a l'autorisation préalable à l'immatriculation qu'il faut obtenir. Bon, c'est les Français qui sont exemptés de cette procédure-là. Les Français, eux, peuvent déposer une demande d'immatriculation avec leur carte d'identité, mais les autres étrangers sont obligés d'aller faire une demande d'autorisation préalable. Ensuite, la procuration ou le mandat pour des collectivités. Si c'est une collectivité, il vous faut l'acte qui confère au mandataire le droit de pouvoir déposer la demande d'immatriculation au nom de toute la collectivité. Donc, c'est les différentes pièces qui sont demandées pour engager la procédure d'immatriculation.
Maintenant, une fois qu'on réunit toutes ces pièces, on va voir les étapes suivantes. Donc, une fois qu'on a toutes les pièces précédemment citées, la prochaine étape se passe à la division de l'enregistrement. Donc, vous allez à la division de l'enregistrement pour faire le dépôt. On vous attribue la valeur vénale de l'immeuble. C'est sur la valeur vénale de l'immeuble qu'est calculé les droits d'enregistrement. Et ce droit d'enregistrement sera de 1,5% si c'est une première immatriculation et de 0,9% si c'est un morcellement. Donc, la première étape, c'est d'aller à la division de l'enregistrement pour faire enregistrer ces actes-là. Donc, une fois que la formalité d'enregistrement est accomplie, là, on passe donc, une fois que l'enregistrement est fait, on passe à la division de la conservation foncière pour le dépôt de la demande d'immatriculation. À la division de la conservation foncière, on étudie d'abord les pièces, leur légalité, leur conformité par rapport aux textes en vigueur. Ensuite, on vous liquide les droits de bornage contradictoire, de publication au journal officiel, de tirage du plan. Donc, on vous liquide ces droits, on vous remet l'ensemble du dossier. Si le dossier est incomplet, en ce moment-là, on vous dit que le dossier est incomplet, qu'il manque telle pièce. Vous complétez ces pièces-là et vous allez payer les droits qui vous ont été liquidés et vous revenez avec l'ensemble du dossier pour le dépôt du dossier à la division de la conservation foncière. Donc, une fois que vous avez réuni toutes les pièces, que vous avez payé tous les droits, déposé le dossier, on vous remet le numéro de réquisition. Le numéro de réquisition, c'est un numéro d'ordre qui vous permet de suivre votre procédure d'immatriculation, les différentes étapes de la procédure d'immatriculation. C'est grâce à ce numéro qu'on identifie le dossier que vous avez déposé. Si vous avez des renseignements à prendre sur le dossier, c'est à partir de ce numéro de réquisition qu'on vous remet au moment du dépôt que vous pouvez suivre l'évolution de votre procédure d'immatriculation. Donc, une fois que tout est prêt, vous avez déposé la demande d'immatriculation à la conservation foncière. Quand on vous a remis le numéro de réquisition, toutes les autres étapes se font en interne. Mais c'est important de partager un peu ce qui se fait au niveau de ces services-là à tout le monde pour qu'on ait vraiment une idée du travail qui se fait. Donc, dans un premier temps, on renseigne les registres de formalités préalables. Ensuite, on saisit les avis de demande d'immatriculation et on enrôle le dossier au journal, à la publication, au journal officiel. La publication au journal officiel du dossier est une étape importante parce qu'elle permet d'informer les tiers que vous êtes en train d'engager une procédure d'immatriculation. Ça leur donne la possibilité de pouvoir éventuellement faire des oppositions à cette procédure d'immatriculation. Donc, c'est une étape indispensable à l'immatriculation foncière. L'insertion de la demande d'immatriculation, de l'avis de demande dans le journal officiel. Donc, une fois que le journal officiel est publié, on prépare les convocations de toutes les parties concernées au bornage contradictoire. Les parties concernées, c'est qui? Il y a dans un premier temps les autorités administratives et locales qui sont convoquées. Il y a les limitrophes
de la parcelle à immatriculer qui sont également convoqués. Il y a le requérant lui-même qui est convoqué aussi et son vendeur qui est convoqué à être présent le jour du bornage contradictoire. Donc, toute la préparation de toutes ces convocations est faite à la division de la conservation foncière. Ces convocations sont soumises à accusé de réception. Pourquoi accusé de réception? On doit pouvoir être assuré que toutes les parties concernées ont été légalement convoquées au bornage. Et si vous êtes convoqué au bornage, que vous ne venez pas, c'est que vous n'avez pas de prétentions sur cet immeuble. Par contre, si vous avez des prétentions, si vous avez des intérêts à défendre, c'est à vous de vous présenter le jour du bornage et de pouvoir défendre vos intérêts. Si vous êtes par exemple limitrophe et que votre voisin est en train d'immatriculer, vous avez intérêt à être présent au bornage contradictoire pour vous assurer que votre voisin n'est pas en train de rentrer dans votre parcelle, qu'il n'a pas grignoté sur votre parcelle. C'est en cela ces convocations sont importantes dans la procédure d'immatriculation foncière. Une fois que ces convocations sont envoyées et que les uns et les autres, tous les acteurs sont informés de la date du bornage contradictoire, le dossier est transféré à la division du cadastre pour exécuter le bornage contradictoire. Le bornage contradictoire est une étape essentielle et indispensable dans la procédure d'immatriculation foncière. C'est en ce moment que on s'assure ou on a l'occasion d'aller sur le terrain, constater les réalités terrain, constater que la localisation supposée de l'immeuble est la bonne, constater qu'il n'y a pas de litige, que quelqu'un ne dit pas « Hey, comme il est dit le founou ». Parce que souvent, les publications au journal officiel ne suffisent pas pour informer la population. Dans notre contexte et notre réalité, c'est quand les gens voient des individus débarquer sur le terrain qui se demandent qu'est-ce qui se passe là-bas et se rendent même compte qu'il y a une procédure d'immatriculation en cours sur cet immeuble-là. Donc, les géomètres du cadastre constituent l'œil du conservateur. À l'issue du bornage contradictoire, le géomètre dresse un procès verbal qui est capital. Dans ce procès verbal, il consigne les informations concernant la localisation de l'immeuble, sa consistance, la description des limitrophes et les contestations s'il y a lieu et les oppositions trouvées sur le terrain. Si le jour-là arrivé, le voisin dit non, au fait, lui, on ne le connaît pas, son terrain n'est pas ici, le géomètre le consigne. Il appartient au conservateur de juger des constats faits par le géomètre. C'est ça la procédure de bornage contradictoire. Une fois le bornage contradictoire réalisé, le géomètre établit le plan définitif de l'immeuble. C'est ce que nous avons, j'ai un peu mis en extrait, avec la luminosité, c'est un peu flou, mais le géomètre du cadastre établit le plan définitif de l'immeuble à immatriculer. Une fois que ce plan-là est fait, on sécurise l'immeuble. La sécurisation, c'est l'axe par lequel on enregistre les caractéristiques de l'immeuble dans un fichier de telle sorte qu'aucune autre personne ne vienne plus immatriculer la même parcelle. Donc, une fois le bornage fait, le PV dressé, l'immeuble sécurisé dans le fichier de sécurisation, le travail du cadastre s'arrête là. On retransfère le dossier à la conservation foncière pour la création du titre. Donc, le dossier avec l'ensemble des pièces, le procès verbal de bornage contradictoire,
le plan définitif de l'immeuble est retransféré à la division de la conservation foncière. À ce niveau-là, on réétudie toutes les pièces puisque les collègues ont été au bornage. Qu'est-ce qu'ils ont constaté? Est-ce que ce qu'ils ont constaté permet d'établir le titre foncier? Est-ce que le monsieur n'est pas venu dire que son terrain est à Guanivé-Legbasito alors que son terrain se trouve en réalité à Apesito? Tous ces constats sont importants parce que si dans la publication du journal officiel, on avait dit que monsieur X est en train d'immatriculer un terrain à Legbasito, ben, vous le connaissez par exemple, vous dites, bon, vous n'êtes pas concerné. Alors que si c'était plutôt à Apesito que se trouve le terrain, et que vous le connaissez, vous savez qu'il n'a pas de terrain à Apesito, peut-être ça peut susciter en vous une certaine curiosité. Vous dites que, ah, est-ce que ce n'est pas mon immeuble qui veut aller immatriculer là-bas? C'est pour ça que, au retour du bornage contradictoire, tout ce que le géomètre du cadastre a relevé sont de nouveau réanalysés à la conservation foncière. Une fois que tout est bon, il rédige ce qu'on appelle le bordereau analytique. Le bordereau analytique décrit, c'est un résumé de tout ce qui a été fait au niveau du bornage contradictoire, de la superficie définitive de l'immeuble qu'on consigne. Et une fois que ça s'est fait, le dossier est soumis au conservateur. C'est le conservateur qui décide de l'issue de la procédure d'immatriculation. L'issue d'une procédure d'immatriculation ne se décide ni au cadastre, ni à la conservation foncière. Au cadastre, on va sur le terrain, on fait le constat, on relève les caractéristiques, les dimensions de l'immeuble. S'il y a une opposition, on relève, etc. Toutes ces données sont portées à l'attention du conservateur. C'est lui qui analyse. Nous, on peut trouver qu'il y a une opposition, mais lui, il peut avoir d'autres éléments qui lui permettent, au-delà de cette opposition, de pouvoir immatriculer. Nous, on peut trouver qu'il n'y a pas d'opposition, mais eux, ils peuvent trouver autre chose qui empêche l'immatriculation de cet immeuble. Donc, l'issue de la procédure d'immatriculation, c'est le conservateur qui décide. Donc, mais une fois toutes ces formalités réalisées, si le conservateur donne un OK, son OK, on crée le titre foncier en lui donnant un numéro du titre foncier. Et on remet la copie du titre foncier au requérant. C'est la copie qui est remise à celui qui fait la demande du titre foncier. Le titre foncier lui-même est détenu à la conservation foncière. C'est la copie qu'on remet au requérant. Excusez-moi. OK. Donc, la fin de la procédure d'immatriculation, c'est la remise du titre foncier au requérant. Donc, ça, c'est la fin de la procédure d'immatriculation. De manière résumée, puisque c'est de ça qu'il s'agit, la procédure d'immatriculation commence à la division de l'enregistrement par l'enregistrement de l'acte. Ensuite, l'acte enregistré est envoyé à la conservation foncière. À la conservation foncière, on liquide les droits à payer. Il y a les frais de bornage contradictoire, il y a les frais de publication au JO, les frais de tirage qui sont liquidés à la conservation. Une fois que vous payez, le dossier rentre dans le circuit. On vous remet un numéro de réquisition. Grâce à ce numéro de réquisition, vous pourrez suivre pour voir les différentes étapes dont j'ai précédemment parlé. La première étape, c'est que votre immeuble soit publié au journal officiel. C'est une étape importante. Une fois que c'est publié au journal officiel,
Ensuite, c'est programmé pour le bornage contradictoire. Les agents du cadastre se déplacent sur le terrain. C'est aussi une étape indispensable. Une fois que le bornage est fait, le dossier est retransféré à la conservation foncière. À la conservation foncière, ils réanalysent toutes les pièces, ils rédigent le bordereau analytique, ils soumettent la demande au conservateur qui décide ou non de l'issue de la procédure d'immatriculation. Si le conservateur donne son avis favorable, un titre foncier est créé et on donne un numéro du titre foncier, on signe le titre foncier, on vous appelle pour venir retirer la copie de votre titre foncier. Le titre foncier, mais lui-même restant à la conservation foncière. Donc, dans toute cette procédure, il faut dire que ces dernières années, beaucoup de réformes ont été réalisées par les autorités pour mettre la procédure à la portée de tous, pour que le plus de monde possible puisse immatriculer leurs immeubles. Et parmi ces réformes, il y a le... Attendez, je pense que... Voilà. Parmi ces réformes, il y a la création du guichet foncier unique qui est vraiment qui a apporté une bouffée d'oxygène aux populations. Avant, c'était le 3 tampons. Pour avoir le 3 tampons, quasiment, certains faisaient 3 ans pour avoir le plan 3 tampons, qui n'équivalait pas au titre foncier. Parce que le dossier devait passer par l'urbanisme, soit l'agro, et ensuite au cadastre, avant que le plan 3 tampons là ne soit signé. Aujourd'hui, tous ces acteurs sont regroupés au sein du guichet foncier unique et travaillent en même temps. Du coup, les délais sont réduits de manière considérable. Ce qui se faisait en 3 ans, aujourd'hui, on est dans un délai de 48 heures, 72 heures pour la validation du plan au guichet foncier unique. Donc, c'est une réforme importante dans la procédure d'immatriculation foncière. Donc, je viens tantôt de le dire, la substitution du plan 3 tampons par le plan 1 tampon. Il y a l'instauration d'une grille de valeur vénale qui est utilisée sur toute l'étendue du territoire. Ça permet les valeurs qu'on attribue aux différents immeubles de cadrer ces valeurs-là et d'avoir des valeurs homogènes. Ensuite, la réduction des taux d'enregistrement. Le taux d'enregistrement pour les premières immatriculations a été réduit de 5% à 1,5% et pour les morcellements de 5% à 0,9%. Maintenant, sur les mutations totales, c'est-à-dire quand vous achetez un immeuble qui a déjà un titre foncier, aujourd'hui, avant, c'était 5% de la valeur vénale que vous devez payer. Aujourd'hui, c'est devenu un forfait. On a fait un forfait, quelle qu'en soit la valeur du terrain. Le forfait que vous payez si vous achetez un terrain qui a déjà un titre foncier, c'est 35 000 francs que vous payez pour qu'on mette ce titre-là en votre nom et dans les délais records. Donc, toutes ces innovations, toutes ces réformes sont importantes et il y a la déconcentration des services de la direction du cadastre et de la conservation foncière. Avant, tout se traitait à Lomé, ce qui créait quand même un embouteillage et des délais considérables dans l'obtention du titre foncier. Aujourd'hui, dans chaque région, il y a des services déconcentrés de la direction du cadastre et de la conservation foncière qui sont en mesure de vous fournir les mêmes services que Lomé. Enfin, tout récemment, il y a le recrutement de plus de 200 agents à la direction du cadastre de la conservation foncière qui permet de traiter avec célérité les demandes d'immatriculation enregistrées reçues. Donc, c'est d'une manière générale, résumer plutôt les réformes au sein de la DCCFE. Maintenant, il y a aussi des innovations. Il y a des innovations qui sont importantes à partager. Il y a un projet d'informatisation
Ce projet d'informatisation est en train de se dérouler à échéance. Nous allons avoir un titre foncier numérique. Mais d'ores et déjà, il faut dire qu'il y a une plateforme d'échange qui s'appelle e-foncier qui a été mise en place, qui est utilisée par les notaires. Cette plateforme aussi permet de renseigner les requérants sur l'évolution de leur procédure d'immatriculation. C'est des informations importantes à connaître pour ceux qui veulent faire des demandes d'immatriculation. Savoir que même si vous êtes à Londres ou à New York, vous pouvez suivre l'évolution de votre demande d'immatriculation. Ces innovations s'inscrivent dans le grand projet d'informatisation de la direction et qui devrait aboutir à la création des titres fonciers numériques échéance mi-2023. Outre ça, il y a la mise en place des 2 premières stations permanentes. Les stations permanentes permettent de faire des levées topographiques plus précis. C'est ça qui nous permet d'aller aussi, de pouvoir traiter rapidement les demandes d'immatriculation. Donc c'est un outil aussi qui doit être connu et partagé, que les géomètres privés aussi doivent utiliser pour rattacher leur levée, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de précision des plans établis par certains géomètres. Donc si tout le monde se rattachait à ce réseau qui est en train d'être créé et qui sera bientôt élargi, les levées topographiques seraient plus précis et on éviterait un certain nombre de problèmes. Donc, il y a aussi un projet de prise de vue aérienne du Grand Lomé qui a été réalisé par l'OTR. Ça permet d'avoir le listing de toutes les parcelles du Grand Lomé. Et ces données sont aussi utilisées pour traiter avec célérité les demandes d'immatriculation reçues au sein de la direction du cadastre, de la conservation foncière et de l'enregistrement. Donc c'est quelques innovations qu'il est important de partager avec vous. Outre ces innovations, je pense que c'est aussi l'occasion de sensibiliser les uns et les autres sur l'importance de l'immatriculation foncière. Nous encourageons. Les autorités ont réduit les formalités, ont considérablement réduit les coûts pour que les uns et les autres puissent s'engager dans l'immatriculation de leurs biens. Ça va permettre, par exemple, de désengorger les tribunaux, de résoudre un certain nombre de problèmes fonciers dans notre pays. C'est important. Donc, ce message-là, il est important à faire passer. Si vous avez des terrains à immatriculer, rapprochez-vous de la direction du cadastre. On vous fournira toutes les informations nécessaires. Ensuite, comme point de sensibilisation, il faut aussi noter que ces derniers temps, il y a certains qui ont remonté les informations d'arnaque, tout ça là. C'est important de faire passer le message que une fois votre demande d'immatriculation déposée à la direction du cadastre, il n'est absolument pas question de faire un timoni ou un transfert à quelqu'un, parce qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs actuellement qui circulent, qui appellent des gens pour leur dire « Ah, mais tiens, pour votre dossier tel, faites un timoni ». Certains sont malheureusement victimes, ce sont des arnaques, et nous tenons à apporter cette sensibilisation à tout le monde aussi. Enfin, pour ceux qui auraient des difficultés dans la procédure d'immatriculation, il y a beaucoup de canaux que vous pouvez utiliser pour nous alerter sur ces difficultés. Il y a la plateforme de suivi des demandes d'immatriculation. Il y a au sein de la DCCFE un bureau de renseignement aussi. Et puis au niveau global de l'OTR, il y a une plateforme dans laquelle vous pouvez enregistrer les plaintes foncières si vous avez des plaintes concernant le service. Cette plateforme peut l'accueillir et il y a des spécialistes qui vont traiter votre préoccupation et vous apporter les solutions les mieux indiquées.
Mesdames, Messieurs, sur ce, je vous remercie de votre attention et avec vos questions, on pourra parfaire cette présentation. Merci. Merci beaucoup à M. Dabou pour son intervention qui s'avère assez utile. Je sais que peut-être tout à l'heure, vous ne percevrez pas l'importance de la communication, mais je tiens à rappeler que, bon, parmi nous, nous sommes peut-être des futurs héritiers de parcelles. Nous aurons à léguer des parcelles, nous aurons à en acquérir. Et donc, pour sécuriser tout cela, il va falloir avoir des informations fiables et pertinentes. Donc, une fois encore, merci, M. Dabou, pour votre présentation. Nous aurons 20 minutes de séance de questions et réponses. Mais avant de vous laisser la parole, moi, je vais profiter pour poser ma question, d'abord, pour ouvrir la séance. Alors, M. Dabou, il serait de mauvaise foi de ne pas reconnaître les avancées qui sont faites par l'Office en termes de célérité et de facilitation de la procédure. Tout à l'heure, vous avez mis l'accent sur le processus de digitalisation. Et si nous avons bien suivi, toute la procédure d'immatriculation ne dépend pas que de l'OTR. Vous avez parlé du journal officiel qui est un passage obligé dans l'obtention du titre foncier. Alors, si vous êtes dans un processus de digitalisation, y a-t-il un mouvement d'ensemble pour que cela aille vite? Parce que si de votre côté ça va vite et qu'après, au niveau par exemple au niveau du journal officiel, ça bloque. Qu'est-ce qui est fait pour qu'il y ait une stratégie harmonisée de facilitation de l'obtention du titre foncier? Ce sera ma question et nous allons prendre d'autres questions pour ceux qui veulent. Oui. Moi, j'ai 5 questions. Bonsoir. Moi, je m'appelle Assadi Tetewiket, étudiant en licence de management à Lomé Business School. J'ai 5 questions à vous poser. Bon, disons 6. Ma première question, c'est par rapport à l'utilité du titre foncier. Vous avez dit que ça garantit l'accès au crédit bancaire. Pourquoi ça garantit l'accès au crédit bancaire? Qu'est-ce qui fait la particularité à ce niveau, quoi? Disons, et après, vous avez dit que le titre foncier va faciliter les mutations en cas de vente ou passation. Là-bas aussi, pourquoi ça facilite les mutations en cas de vente et de passation? Il y a aussi la partie, c'est juste, déjà créé. Bon, c'est par rapport à la partie où vous avez dit que pour les titres fonciers, vous avez parlé du fait qu'il y avait des propriétaires, des copropriétaires, ceux qui peuvent demander les titres fonciers, avoir les titres fonciers. Vous aviez dit que le titre foncier se fait, mais bon, pour obtenir le titre foncier, il faut soit être propriétaire ou copropriétaire ou soit un titulaire. Mais moi, selon la compréhension que j'ai du titre foncier, c'est, disons, s'acquérir un terrain, une parcelle. Pourquoi, quand il y a une personne qui n'a pas encore de terre, comment est-ce que cette personne peut faire le titre foncier? Et aussi, vous aviez parlé de deux voies pour s'acquérir les titres fonciers, la voie notariale et la voie administrative. Ma question, c'est de savoir si, vu que ces deux voies sont distinctes, quelle est la différence entre la voie notariale et la voie administrative? Okay. Ma cinquième question, c'est par rapport au fait que vous aviez dit à un niveau que les Français n'ont pas besoin de faire des demandes pour avoir des procédures, pour les procédures d'immatriculation. Pourquoi? La dernière question, c'est par rapport à la partie digitale de la numérisation des procédures d'obtention du titre foncier.
est-ce que ce projet c'est à une phase bêta ou bien ça a déjà commencé? Est-ce que ce projet c'est à la phase bêta, disons c'est juste une... Oui. Est-ce que c'est à une phase bêta ou bien ça a déjà commencé? Et est-ce que tout se fait directement par numérique ou bien il faudra toujours suivre plusieurs transactions, bon, plusieurs procédures classiques? Donc, merci. Oui, c'est là-bas, là-bas, Bonsoir. Moi, c'est Kouanou Komi Frédéric. Je suis étudiant en master à l'Université de Lomé, à l'école polytechnique de Lomé. Et ma question, elle est la suivante. Vous avez parlé des différentes étapes depuis le dépôt du dossier jusqu'à le retrait du titre foncier. J'aimerais vous demander combien de temps ça prend lorsque je viens déposer le dossier constitué de tous les éléments que vous avez dit jusqu'à ce que je retire le titre foncier. Parce que vous avez parlé tout à l'heure de 3 ans juste pour avoir le 3 tampons. Maintenant, avec cette nouvelle formule-là, combien de temps ça prend? Merci beaucoup. Ok. Bon, merci beaucoup. C'est M. Dagou, c'est ça, non? Ok, merci beaucoup pour votre brillante présentation qui nous a suffisamment édifié. Et après l'étape du compte bornage, on doit attendre combien de temps pour obtenir le titre foncier? Permettez-moi d'aller tout droit. Bon, de donner l'exemple concret. J'ai fait toutes les formalités. Et en avril passé, on m'a appelé pour le compte bornage. Je suis allé, c'est fait. Donc, nous sommes aujourd'hui, bon, octobre ou bien, bon, bientôt, ça va en novembre aujourd'hui, ça fait 6 mois que j'attends. Alors que pour moi, j'ai fini, j'ai tout payé, j'ai fait, en tout cas, la dernière étape. Maintenant, ça fait 6 mois que j'attends, sans suite. Qu'est-ce que je fais? Ou bien je dois attendre encore plus? Merci beaucoup. Je vais commencer ici. Ok. Bonsoir, moi je suis Moussa Bikok. Donc ma question est celle-ci. Est-ce qu'après l'obtention du titre foncier, est-ce qu'il est possible aussi de confronter encore des problèmes de titre foncier encore? Donc la deuxième question, est-ce que pour un individu X, la première, est-ce qu'après l'obtention du titre foncier, il est possible encore de souffrir des litiges? Donc la deuxième question, est-ce que pour un individu X, il peut avoir plus de 1000 hectares dans un milieu ou soit sur l'étendue du territoire national? Merci. Merci beaucoup. Moi, c'est Dogon Apollinaire. J'ai une connaissance qui a démarré le processus de demande du titre foncier et le bornage contradictoire a été fait l'année passée. Mais la demande même a été amorcée il y a déjà 2 ans. Du coup, le bornage a été fait l'année passée et de l'année passée jusqu'à maintenant, on n'a toujours pas de réponse, en fait. Du coup, je voulais savoir comment faire. Est-ce qu'on va patienter aussi ou comment? Donc, suite à cette question, je veux savoir si un individu lambda peut faire les allers-retours dans les différentes divisions pour faire lui-même la demande du titre foncier ou bien il doit obligatoirement passer par un notaire. D'accord, merci. Ok. Merci pour toutes ces questions qui vont permettre à nous tous de mieux comprendre ce que j'ai présenté. Et du coup, la première question, c'est est-ce qu'il y a un mouvement d'ensemble
pour accélérer la publication du journal officiel ou la digitalisation ou sa transformation. C'est vrai que le journal officiel est tenu par la présidence de la République togolaise, ce qui est normal puisque c'est le journal officiel de la République togolaise. Mais il y a aussi à ce niveau-là des mouvements qui permettent d'accélérer les traitements. Actuellement, avant la publication du journal officiel, c'était toutes les 2 semaines, mais actuellement, c'est chaque semaine que le journal officiel est publié. Donc, c'est pour dire que toutes les structures de l'État impliquées dans cette procédure d'immatriculation s'inscrivent dans la même dynamique de célérité de traitement rapide des données, puisque c'est vrai que ce fut à un moment donné un problème, la publication du journal officiel, mais ce problème-là est un peu général, puisqu'il y a eu un engouement aujourd'hui à aller vers l'immatriculation foncière. Il y a beaucoup de dossiers qui ont été reçus et le traitement de ces dossiers a été un peu laborieux, on va dire. Mais actuellement, ce problème de publication du journal officiel est résolu. Chaque semaine, il y a un journal qui sort et d'ailleurs qui est publié. Non seulement le format analogique qu'il fallait venir à la direction du cadastre et de la conservation retirée, la version numérique de ce journal-là est publiée en ligne aussi, ce qui permet aux uns aux autres, depuis chez eux, de ne plus être obligés de venir à la direction du cadastre de la conservation foncière pour chercher leur numéro de journal officiel. Donc c'est bien un mouvement d'ensemble sur tous les acteurs de la chaîne d'immatriculation qui est engagé. Donc, l'intervenant suivant a posé la question sur pourquoi le titre foncier est utilisé comme garantie bancaire. Bon, c'est connu de nous tous que la terre a une valeur et souvent sa valeur augmente. Et en termes de garantie, elle ne peut pas, vous ne pouvez pas la déplacer, vous ne pouvez pas le faire bouger. Donc les banques sont plus rassurées et dans tous les cas aussi, il n'y a pas de projet de développement s'il n'y a pas du foncier. Quel qu'en soit le projet que vous voulez faire, vous allez le faire sur le foncier, vous n'allez pas le faire en l'air. Donc c'est la base, on va dire, du développement, c'est le foncier. Et donc la valeur du foncier souvent, sauf cas exceptionnel où vous aviez une parcelle qui est devenue inondable ou bien qui a été prise par la mer, la valeur de la terre augmente. Et donc, c'est une valeur qui rassure la banque. Elle sait que si elle vous donne l'argent, c'est difficile. Et que vous avez un titre foncier dessus, parce que ce qui va se faire, c'est que quand lui vous prête, il va aller inscrire une hypothèque dans votre titre foncier. N'oubliez pas que c'est comme un compte, le titre foncier. Donc, il inscrit une hypothèque à hauteur du montant que vous avez prêté chez lui. Et donc, c'est inscrit dans le titre. Donc, lui, c'est une garantie pour lui. Vous n'allez pas pouvoir, ce titre-là, avec grevé d'hypothèque, le vendre facilement. Celui qui vend, il va récupérer aussi la dette, etc. Donc, c'est une garantie sûre pour les banques. C'est pour ça que c'est utilisé. Maintenant, vous avez aussi demandé pourquoi ça facilite les mutations en cas de succession, par exemple, ou en cas de vente. En cas de vente, aujourd'hui, la mutation totale, ça se fait en 48 heures. Et si vous avez un titre, vous achetez un terrain qui a déjà un titre, ça se fait, la mutation se fait en 48 heures, moins de ça même parfois. Il vous suffit de... Et les coûts sont réduits, c'est à 35 000, je l'ai dit tantôt. C'est des coûts réduits. Donc, vous voyez que c'est déjà facile. Si vous achetez un terrain que vous avez besoin, par exemple, pour faire un prêt bancaire, au bout de 48 heures, vous pouvez déjà avoir votre titre foncier si le terrain lui-même avait un titre foncier pour faire le projet que vous voulez, vous avez besoin de faire. Et c'est pareil pour les successions. Hein?
quand un ascendant décède, au moins où il y a le titre foncier, là, au moins, tout le monde est sûr que là-bas, c'est pour lui. Les terrains qui n'ont pas de titre foncier, il faut d'abord qu'on soit sûr que c'est pour vous, que ce n'est pas pour votre oncle, etc., avant de procéder au partage. Si vous avez le titre foncier sur la parcelle, au moins, on est sûr que là, c'est pour vous. On peut, les notaires, les autres acteurs peuvent procéder au partage ou vous transmettre ce bien-là si vous êtes héritier unique. C'est en cela que, quand vous avez un titre foncier, tout devient plus facile. Ensuite, vous avez demandé quelle est la différence entre la voie notariale et la voie administrative. La différence, elle était marquée dans la diapositive que j'ai partagée avec vous. C'est simplement que à la voie notariale, vous allez avec votre reçu de vente, votre plan signé par le géomètre agréé, votre pièce d'identité, vous allez voir un notaire qui dépose ça au rang de 5 minutes et qui vous fait un acte notarié, ce qu'on appelle un acte notarié qui authentifie la vente et les pièces qu'il y a dedans. Ça, c'est la voie notariale. Ensuite, la voie administrative, c'est qu'avec les mêmes pièces, vous allez voir les autorités administratives locales, le maire, le préfet, de la localité dans laquelle se trouve l'immeuble, qui vous fait un contrat de vente. Donc, c'est ça la différence entre les deux procédures à ce niveau-là. C'est ça la différence. Sinon, toutes les autres pièces sont les mêmes. Maintenant, pourquoi les Français n'ont pas besoin d'autorisation préalable? C'est une convention entre la France et le Togo qui confère ce droit-là aux Français de pouvoir acheter des immeubles ici. Et vous aussi, vous pouvez acheter des immeubles en France. Il n'y a pas de problème pour ça. Ensuite, votre question suivante, c'était de savoir si le projet d'informatisation était un projet bêta ou c'était un projet déjà courant. Mais au fait, la stratégie de l'OTR a été de procéder module par module. Les informaticiens comprennent. Et il y a déjà, au fur et à mesure qu'on développe des modules, on les met en production. Il y a un certain nombre de modules qui sont d'ores et déjà développés et qui sont mis en production. C'est ces modules, par exemple, qui vous permettent de suivre l'évolution de votre dossier en ligne. Le module d'enregistrement, les formalités de l'enregistrement aujourd'hui sont informatisées. Donc, au fur et à mesure, les informaticiens, ce n'est pas un projet bêta, c'est un projet réel. Et au fur et à mesure des développements, on met les modules développés en production. Mais l'échéance pour l'obtention pour la production du titre foncier numérique, c'est mi-2023. Donc, progressivement, il y a bientôt le module enrôlement des dossiers qui va être mis en ligne à échéance de l'ensemble du projet. Les uns et les autres pourront, depuis chez eux, introduire une demande d'immatriculation, scanner les pièces requises et le transférer. En étudiant en interne, on vous envoie votre numéro de réquisition si les pièces demandées sont valables. Donc, ce sera l'aboutissement de ce projet d'informatisation qui est engagé au niveau de l'Office togolais des recettes. Donc, ensuite, il y a un intervenant qui a parlé de délai de traitement de la procédure d'immatriculation. La cible aujourd'hui, c'est 6 mois. Cette cible a été fixée par arrêté interministériel. Mais vous savez que la cible, pour l'atteindre, il faut des moyens. Et l'Office est en train de mettre des moyens. Des moyens techniques par l'acquisition de matériel. J'ai tantôt parlé d'installation de stations permanentes, de réalisation de photos aériennes. Ça, c'est des moyens techniques, mais des moyens en ressources humaines aussi. Il y a un recrutement qui a été fait. Toutes ces actions vont nous permettre, à échéance, d'atteindre, de produire les titres fonciers dans un délai de 6 mois.
Donc c'est la cible. Aujourd'hui, il y a même certains dossiers mais d'une manière générale, tout le monde a constaté qu'il y a accélération du processus. Mais c'est que il y a un passif aussi à gérer. Tous les services plutôt sont à pied d'œuvre pour que très rapidement les gens constatent effectivement la réduction de ce délai-là de traitement des demandes d'immatriculation. Donc la cible, c'est bien 6 mois. Après, il faut aussi dire qu'on est sur un processus un peu où il faut la collaboration des uns et des autres. Si, par exemple, en déposant votre demande d'immatriculation, d'autres ne mettent pas les bons numéros de téléphone ou durant le processus jusqu'à ce que le journal officiel ne sorte, ils ont changé de numéro de téléphone ou d'autres aussi, c'est normal, on bouge. Ils se sont déplacés pour aller à New York au moment où on les convoque au bornage contradictoire. Ben, vous voyez que quand on vous convoque au bornage contradictoire, il faut que vous ou votre représentant légal soit là pour nous amener sur le terrain, nous indiquer les bornes. Si on vous convoque et que vous ne répondez pas, vous voyez que c'est difficile. Si dans la procédure, il y a des pièces à compléter, les accusés de réception des convocations au bornage, si vous n'avez pas ramené, vous voyez que votre dossier ne va pas évoluer. C'est tous ces paramètres. Et puis, il y a dans certains cas aussi des zones très litigieuses qui demandent l'attention sérieuse des services du cadastre. Ces dossiers vont prendre un peu plus de temps à être étudiés et analysés pour ne pas commettre d'erreurs irréparables. C'est tous ces facteurs qui font aussi que, dans un premier temps, les titres déposés, les demandes déposées le même jour ne sortent pas tous le même jour parce que ça va dépendre de la manière dont les acteurs répondent à nos sollicitations, apportent les pièces, les compléments, etc., les demandes qu'on leur demande. Et c'est ces facteurs-là qui font que l'ensemble des titres produits déposés aujourd'hui ne sortent pas le même jour. Donc c'est très important d'utiliser aujourd'hui l'outil de suivi des demandes de réquisition qui est fait. Vous devez, ceux qui déposent les demandes d'immatriculation, c'est invité à utiliser cet outil-là pour suivre la demande d'immatriculation. Si le dossier traîne un peu trop dans un bureau ou dans un service, d'aller vers ce service-là pour se renseigner, voir quel est le problème. Il y a peut-être un problème qui fait que le dossier traîne dans ce service-là. Donc les uns et les autres sont invités à utiliser cet outil-là. C'est une sorte de collaboration entre le requérant et les services qui vont permettre d'aboutir, d'atteindre cette cible de 6 mois-là. Si vous déposez le dossier et que vous partez à New York, bon, c'est bien pour les affaires, mais ne revenez pas dire qu'en 6 mois, vous n'avez pas votre titre foncier. Donc c'est ce que je peux dire sur les délais. Maintenant, il y a la question de M. Moussa sur est-ce que on peut avoir litige après obtention du titre foncier? Oui, on peut avoir litige après obtention du titre foncier. Sauf que devant les juridictions, le titre foncier va primer. Va primer s'il est établi dans les règles de l'art. S'il est établi dans les règles de l'art, on va confirmer votre droit de propriété, puisque celui qui conteste le titre, si la publication au journal officiel a été faite, il est censé avoir été informé qu'il y a une procédure sur cet immeuble-là. Si le jour où les géomètres se sont déplacés sur le terrain, s'il avait des oppositions, il est censé les remonter, ces oppositions, etc. Et toute la procédure d'immatriculation est une procédure publique, elle n'est pas cachée. Il y a des affichages dans les tribunaux, dans les préfectures. Hein, c'est pour rendre la procédure publique. Si à l'issue de cette procédure-là, si la procédure a été réalisée
effectué sans encroche, le titre foncier est inattaquable. Mais si par exemple vous avez falsifié des signatures des vendeurs que vous êtes venu déposer, que vous avez obtenu votre titre foncier, vous voyez que ce titre foncier-là peut être attaqué et sera attaqué. Voilà. Est-ce qu'un individu lambda peut faire une demande d'immatriculation? Oui. Il y a certains qui le font et qui obtiennent leur titre foncier dans les délais requis. Le bureau de renseignement de la direction du cadastre de la conservation foncière et de l'enregistrement est à votre disposition pour vous apporter tous les renseignements nécessaires. Mais c'est vrai que les notaires, nos partenaires sont aussi indiqués. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas, référez-vous aux notaires, ils sont là pour ça aussi. Donc c'est la réponse que je peux vous donner. Autrement, le propriétaire ou l'individu lambda, comme vous l'appelez, peut venir soumettre sa demande d'immatriculation au conservateur. Il y avait une dernière question sur les superficies. C'est vrai qu'aujourd'hui, les grandes superficies, on fait attention aux grandes superficies. Le conservateur ne reçoit que des demandes s'ils sont soumis à des projets concrets. Et ces dossiers-là sont étudiés avec tact avant de donner une suite, même à l'entrée de la procédure d'immatriculation. Donc, on ne peut pas interdire à un promoteur, il y a des promoteurs potentiels ici, hein, quelqu'un qui a un projet agricole d'avoir 100 hectares par exemple pour planter ses bananeraies. Donc, mais il faut soumettre un projet avec. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour de toutes les questions. Si jamais il y a une qui m'est échappée, la personne pourrait éventuellement me relancer. Merci. Ok, merci beaucoup pour la parole d'Adé. Je réponds au nom de Léopold Badier. J'ai deux petites questions. D'abord, je remercie le présentateur pour la qualité de sa présentation et également féliciter l'auteur pour les innovations, les réformes engagées. Et ma première question, c'est dans la procédure d'acquisition du titre foncier. Est-ce qu'un terrain en litige devant un tribunal, pour un terrain en litige devant un tribunal, est-ce qu'on peut entamer une procédure d'obtention d'un titre foncier? Et deuxième question, dans les documents que vous avez énumérés, qui doivent figurer au dossier de demande d'établissement d'un titre foncier, vous avez parlé du reçu de vente. Je voudrais savoir, du côté du vendeur, quelle est la signature qui fait, en tout cas qui doit être prise en compte dans la procédure? Est-ce nécessairement la signature du propriétaire terrien ou bien la signature du dernier détenteur de la parcelle? Il y en a qui achètent auprès des propriétaires terriens et avec le temps revendent. Pour celui qui est nouvel acquéreur, est-ce qu'il faudra recourir à la signature du premier propriétaire, du propriétaire terrien, ou bien la signature de celui qui revend est valable dans la procédure d'obtention du titre foncier? Donc voilà les deux petites questions que j'ai voulu vous soumettre et avoir des éclaircissements. Je vous remercie. C'est bon?
Je pense que ça va être la dernière question pour aller rapidement, s'il vous plaît. Ok. Merci. De toutes les façons, si vous entamez une procédure d'immatriculation sur un terrain pendant que un procès est en cours, le juge, même si vous obtenez le titre foncier, le juge fera muter ce titre foncier-là. Et que si jamais vous n'avez pas gagné la procédure, le procès. Donc, quand il y a un litige en cours, il vaut mieux résoudre le litige avant d'engager la procédure d'immatriculation. Et de toutes les façons, cette procédure d'immatriculation a beaucoup de chances de ne pas aboutir parce que dans la plupart des cas, il y a des inscriptions sur les murs, cessation de travaux, etc. Quand les collègues géomètres vont au bornage contradictoire, ils relèvent ces inscriptions et le conservateur ne peut jamais immatriculer un immeuble sur lequel il est écrit Ivoire, huissier tel, cessation de tels travaux, etc. Le conservateur, il sait, il saura. S'il y a litige, on connaît comment ça fonctionne chez nous ici. Quand les gens achètent des terrains, ils mettent, surtout quand il y a un litige, ils mettent leurs voisins en alerte. Quand les collègues du cadastre vont débarquer, c'est là on va le terrain là n'appartient pas à celui qui est en train de l'immatriculer. Donc même à ce niveau-là, le conservateur ne peut pas signer un titre foncier dans ces conditions. Et puis, si par mégarde, tout ça échappe au conservateur qui a un procès en cours et que le titre est créé, ce titre-là, le juge le fera muter à celui qui a gagné le procès. Donc, ce n'est ni intéressant pour personne d'engager une procédure d'immatriculation sur un immeuble sur lequel il y a un litige. Il vaut mieux recourir aux autorités judiciaires pour résoudre le litige avant d'immatriculer le terrain. Donc c'est ça ce qu'il y a. Maintenant, sur la question de signature, vous voyez que ça fait un peu bizarre sans aucune connotation de voir un bâti en train de vendre un terrain à Legbasito. Vous allez, quand on connaît un peu notre pays, vous posez d'innombrables questions. Comment M. Gbati a trouvé le terrain à Legbasito? Donc, dans ces conditions, si on est en mesure de remonter, si vous fournissez le reçu que M. Gbati a eu des propriétaires terriens, si vous joignez ça au reçu que lui-même vous fait, là, le service du cadastre est en mesure de remonter et de trouver que, effectivement, ce terrain est parti de tel qui a vendu à X et c'est comme ça que X a eu ce droit de propriété-là qu'il est en train de transférer. Il faut qu'on soit en mesure de remonter. C'est simplement pour ça que des fois, d'autres prennent le parti d'aller à partir du moment où vous n'avez pas fait un titre foncier sur le domaine, il est censé, sur le plan administratif, appartenir toujours au propriétaire terrain. Donc c'est le titre foncier. Si vous aviez un titre foncier, c'est pour ça qu'il est conseillé à toutes les parties plutôt d'immatriculer avant de vendre. D'ailleurs, c'est une exigence du code foncier domanial. Il faut immatriculer avant de vendre. Donc, si vous êtes en mesure, pour répondre à votre question, de fournir les justificatifs remontant aux propriétaires initiaux jusqu'à vous, comment vous le transférez, il n'y a pas de souci, le dossier est accepté. Mais si vous n'êtes pas en mesure de produire ces pièces, il est normal que, puisque ici on est en matière de droit de propriété, de se demander comment celui qui vous a vendu a pu obtenir son droit de propriété. C'est pour protéger les intérêts de nous tous que toutes ces pièces-là sont demandées. J'espère avoir répondu à votre question.
Et s'il n'y en a plus une autre, je vous remercie pour la participation et merci aux organisateurs. Merci à la direction de l'OTR aussi de m'avoir fait confiance, au commissaire général de l'OTR pour vous présenter les différentes étapes de la procédure d'immatriculation. Et bonne continuité à tous. Monsieur Dabou, merci pour la qualité de votre intervention et pour les informations que nous avons reçues ce jour. Merci beaucoup. La journée est loin d'être terminée. Nous avons une communication sur le montage de dossiers de demande de crédit, de rédaction de business plan et les critères d'évaluation d'un projet. Ensuite, nous aurons un talk show, le premier, sur les stratégies à développer pour rendre son projet bancable ou attractif aux investisseurs. Alors, la première communication sur le montage de dossier sera assurée par un représentant de Aura Bank Togo. Et le talk show qui suivra sera modéré par M. Adamas Koudou, directeur général de Natuti Kenkeliba. Mais avant, nous allons vous convier à une petite pause déjeuner. D'accord, le temps de reprendre quelques petites forces pour la suite de la journée. Donc, vous êtes tous conviés à un petit pot. C'est bon? C'est bon? D'accord. Donc, nous vous attendons, histoire de... Comment? D'accord, ok. Donc, c'est juste derrière, à l'arrière de la salle. Juste de quoi mouiller la gorge et reprendre quelques forces. Et ensuite, nous allons poursuivre avec la communication avec Aura Bank. Merci beaucoup. Voici Laurine, jeune influenceuse, un peu débordée, tout le temps à la recherche de sa cible.